Europe 1, Punchline, Patrice Boisfer. La suite de cette édition spéciale sur CNews et sur Europe 1 à 18h passées de 43 minutes. Merci encore de votre fidélité. On est avec Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Régis Le Sommier qui est grand reporter, Julien Drey qui est membre du Conseil national du Parti socialiste et Sergueï Girnov qui est ex-officier supérieur du KGB. Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français, allocution solennelle. Ce sera donc ce soir à 20h à vivre bien évidemment sur CNews, mais aussi sur Europe 1 avec le débrief dans la foulée. Et puis autre discours qui était très attendu, c'était hier du côté des États-Unis. C'était celui sur l'état de l'Union. C'était signé Joe Biden, qui a condamné le dictateur Poutine, plus isolé que jamais. Écoutez-le. Quand les dictateurs ne payent pas pour leurs crimes, ils provoquent davantage de chaos. Ils progressent et les menaces pour les États-Unis et le monde augmentent. C'est pourquoi l'OTAN a été créée, pour assurer la paix et la stabilité en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Avec les 27 membres de l'Union européenne et d'autres pays, nous infligeons des sanctions à la Russie et nous soutenons la population en Ukraine. Poutine est désormais plus isolé que jamais. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Régis Le Sommier, grand reporter. Joe Biden est vivement critiqué aux États-Unis depuis le retrait catastrophique, on le sait, d'Afghanistan. Cette séquence avec les Russes, ça l'accable encore un peu plus? Il est en quête de crédibilité? Moi, je pense qu'il a essayé justement de faire un peu une surenchère pour faire oublier cette séquence en effet particulièrement désastreuse. Sa cote de popularité est à peu près à l'égalité de celle de Trump à la même époque. Donc, on sait que Trump était devenu extrêmement impopulaire rapidement. Il y a l'obsession d'un président américain, de n'importe quel président américain à ce stade, c'est ce qu'on appelle les élections de mid-term, parce que on peut passer des réformes avant, parce qu'on a des majorités, etc. Après, c'est beaucoup plus difficile. Les présidents américains ayant tendance à perdre ces élections de mid-term. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et d'ailleurs, on montre l'extrait consacré à Vladimir Poutine et à la crise ukrainienne. Il a été en réalité très court par rapport à l'ensemble, 1h30 de discours, évidemment sur la politique intérieure américaine, sur les parce questions... que traditionnellement, c'est un discours de politique américaine de non, mais il y a toujours une composante une petite touche internationale. Une ovation pour l'ambassadeur, c'est une femme d'Ukraine aux États-Unis. Bon, il y avait eu des Syriens qui avaient été invités dans d'autres circonstances. Bref, il y a toujours une tonalité, où l'Amérique se rassemble. Mais même s'il y a eu ces applaudissements, il n'y a pas du tout une unanimité, y compris sur la crise ukrainienne. Donald Trump d'ailleurs ayant pris tenu des propos en disant que Poutine était un génie. N'oublions pas que Donald Trump, qu'on a tendance à considérer comme un clown et qui est out, aujourd'hui a encore une assise énorme sur le parti républicain. Et il n'y a pas que Trump d'ailleurs qui a critiqué la politique de Biden. Il y a eu Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État. Il y a des ténors du parti républicain qui se sont complètement opposés à la façon dont Joe Biden avait mené les négociations. Évidemment, donc l'unanimité autour de ces questions internationales, quand Joe Biden proclame l'Amérique est unie, en réalité, elle l'est pas beaucoup. Et là, ce qu'il est en train surtout d'essayer de faire, c'est donc de muscler sa cote de popularité, essayer de rassembler l'Amérique, parce qu'elle est encore extrêmement divisée, cette Amérique. Faut pas oublier, la fin de l'ère Trump a créé énormément de tensions dans le pays, et il y en a encore beaucoup. Sergueï Girnov, ex-officier supérieur du KGB, on rappelle qu'il y a le deuxième round, si je puis dire, de négociations, et on apprend à l'instant effectivement que la délégation ukrainienne est arrivée au point de rendez-vous, c'est au Bélarus. Est-ce que tout ce petit monde qui est amené à de nouveau se parler, mais est-ce que la solution, est-ce que cette guerre peut se régler sans le concours des Américains qui sont décidément aux abonnés absents? Tout est possible. Après, est-ce que c'est réalisable? Vous y croyez? C'est difficile. Déjà, moi, ce que j'ai eu comme information, que ces pourparlers ont eu déjà lieu. Les délégations se sont rencontrées, ils ont échangé les propositions l'une de l'autre, et ils sont partis sans négocier, et ils ont fixé un troisième rendez-vous. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Il faudra vérifier. Mais en tout cas, Julien Drey disait qu'il fallait revenir vers les accords de Minsk. Pour moi, c'est mort, côté ukrainien. Pourquoi c'est mort, côté ukrainien? Parce que les Ukrainiens, avec une guerre qui a commencé avec les frappes, les Ukrainiens ne voudront plus jamais revenir sur ça. Donc pour eux, c'est fini. Et donc du coup, ça rend très très difficile cette guerre, surtout que les Russes, en fait, ils ne mènent pas les pourparlers non plus. Les Russes, en fait, demandent,
dépose les demandes et exige que les Ukrainiens se plient à ces demandes. Je fais justement une parenthèse. Il faut regarder qui compose les délégations. C'est souvent important de voir qui compose. Voilà. Exactement. Ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Donc on a forcément un côté qui est sur où le conseiller spécial de Zelensky est là, le ministre de la Défense est là, puis de l'autre côté on a que des sous-fifres. Le jour où Sergei Lavrov ou Shoigu viendront sur la table des négociations, on sait qu'il y aura quelque chose de sérieux et peut-être qu'un accord interviendra à ce moment-là. N'est pas envisageable. Voilà. Ce serait Jean-Claude Dacier, pour l'une des deux parties, un accord rapide n'est pas envisageable. Je rappelle que les Russes réclament beaucoup de choses, mais notamment la neutralité de l'Ukraine. Il y a du chemin. Et dénazification, il y a toujours ça. Donc, Julien Drey, voilà ce qu'a dit. Quand même, Julien Drey du Parti socialiste, voilà ce qu'a dit le président Zelensky. Ses premiers pourparlers ont eu lieu sur fond de bombardement. Alors c'était lundi. Ces premiers pourparlers ont eu lieu sur fond de bombardement et de tirs visant notre territoire. La synchronisation des tirs avec le processus de négociation était évidente. Je pense que la Russie essaie de cette manière simple de faire pression. Est-ce que ça laisse, du coup, peu d'espoir, justement, à l'avenir sur ces négociations ? Mais le problème, c'est pas de savoir si ça laisse de l'espoir ou non. Le problème, c'est d'arriver à trouver une base de départ pour pouvoir avancer. Quand je dis qu'il faut revenir aux accords de Minsk, ça veut pas dire qu'on va revenir à Minsk point à la ligne. Il faut une base de départ. Dans cette base de départ, il y a des demandes d'un côté et de l'autre. Il faut les évaluer et voir à partir de là comment progressivement les uns et les autres, l'Europe, les différents conseillers sont en train de discuter. Parce que il faut savoir une chose, il y a ce que vous voyez et puis il y a ce que vous ne voyez pas. Et il y a des tas de canaux qui sont en mouvement en ce moment au niveau international. Faites allusion à quoi ? Ça veut dire que je peux pas. Allez-y, Julien Drey. Non, mais non, je vais pas le faire souvent. La légende non officielle d'information. La phrase, vous la comprenez, et j'ai pas à en dire plus. Il y a des contacts qui existent, et les contacts qui partent d'une base qui est la réalité de ce qu'étaient les accords de Minsk, pourquoi ils n'ont pas été appliqués. Et alors, le danger, et vous avez raison de ce point de vue-là, c'est qu'il y a évidemment la partie ukrainienne qui se braque aujourd'hui dans un maximalisme, avec un retour même par rapport à ce qui était au départ, les concessions qui avaient été faites. Et là, on risque de rentrer dans un dialogue de sourds. C'est pour ça que le problème, c'est pas les Américains. Pardon, pour bien comprendre dans ce cas, est-ce que les Américains sont dans l'équation ? Non, pour l'instant, les Américains, ils sont pas dans l'équation. C'est pour savoir. Et justement, le mieux, ça serait qu'ils soient pas dans l'équation. Exactement. Parce que dans la phase précédente, ils ont été dans l'équation. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a cru qu'il avait l'accord de M. Poutine, mais le problème c'est que dès qu'il sortait du bureau de M. Poutine, Poutine vérifiait si les Américains étaient dedans ou non, et il découvrait que les Américains n'avaient pas donné le blanc-seing à M. Macron sur un certain nombre d'accords. Voilà ce qui s'est passé aussi. Régis Le Sommier, grand reporter. Moi, je voulais rajouter sur ce type de crise, il peut y avoir un acteur qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qui justement est dans ces canaux, qui apparaît et qui, voilà, là, il y a aussi peut-être la possibilité qu'il y ait une émergence, une personne où, je sais que ça a été brandi de façon peut-être un peu maladroite, on parlait du Védrine ou de quelqu'un qui, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, ont suggéré que quelqu'un d'un peu plus neutre ou en tout cas ayant une connaissance du dossier y aille. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être quelqu'un ou c'est peut-être un pays aussi qui parfois offre je sais que les Turcs ont quand même un pied de part et d'autre. Maintenant, est-ce que la diplomatie Erdogan, c'est possible ? Non, mais en tout cas... il a pris parti, Il a pris parti pour les Ukrainiens. Non, mais il a pris parti pour les Ukrainiens parce qu'il fait partie de l'OTAN. Mais Poutine l'écoute. Mais Poutine l'écoute. Et là, il y a... et Istanbul avait été une des villes proposées, d'ailleurs, par Zelensky, pour les négociations. Donc, on n'en sait rien. Il y a un cadre. On a vu pour l'Afghanistan, le Qatar émerger comme pays de négociation aussi. Turquie fait partie de l'OTAN, mais elle a aussi des S-400. Mais c'est pas lui. Attendez, si vous permettez, c'est pas un pays qui va négocier à la place des partenaires. Non, ce sera des personnages, mais à travers un canal. Le pays, c'est le lieu où ça se passe. Il y en a plusieurs. Ouais. La question, c'est un certain nombre de personnalités qui peuvent avoir la confiance des uns ou des autres, ou qui ont l'habitude de négocier. Parce que pour négocier avec M. Poutine, il faut quand même le connaître. Et il faut bien le connaître. Emmanuel Macron le connaît bien maintenant ? Emmanuel le connaît bien, au sens où il l'a fréquenté quelque peu, mais il n'a pas eu jusqu'à maintenant à avoir affaire à lui dans une confrontation directe. Voilà. Et c'est pour ça que, si vous me permettez, je fais une remarque, je ne pense pas que la proposition de Nicolas Sarkozy pour discuter soit la proposition la plus intelligente au regard de ce qui s'est passé dans l'affaire géorgienne. Jean-Claude Dacier, Vladimir Poutine a exigé la reconnaissance de la Crimée annexée par Moscou en 2014 comme territoire russe. Pour consentir à une résolution pacifique du conflit, il a également exigé l'aboutissement de la démilitarisation et de la dénazification de l'État ukrainien et la garantie de son statut neutre.
vois ce qu'il a dit en tout cas Mais Emmanuel en faire Macron, une c'était espèce par de téléphone. satellite. Il vaut mieux demander beaucoup, Je ne sais pour pas, avoir je un ne sais minimum. pas. C'est comme ça qu'on C'est négocie. comme ça, C'est Il a l'essence d'une beaucoup de négociation. défauts, Poutine, mais on peut pas nier que ce soit probablement un grand joueur d'échecs ou de poker, comme on voudra. Donc il a des cartes Poker, oui. qui sont peut-être pas toutes majeures, mais il a demandé beaucoup, Des nazifications. et notamment, alors la nazification, on va l'oublier, même si tu veux rappeler la brigade d'Azov, etc. Mais il y a déjà des demandes politiques qui sont considérables, et au minimum, le Donbass, c'est pour lui. Je pense qu'au sud aussi, il faudra concéder. Il veut plus que ça. Il veut que l'Ukraine ne lui crée plus de problèmes. Un pays sans défense Neutralité. et sans diplomatie, qu'on pourrait appeler finlandisé ou neutralisé, lui conviendrait parfaitement. Est-ce qu'il sera capable, avec les enjeux militaires qui sont les siens, d'obtenir ce résultat? J'en doute un peu, mais au fond, je n'en sais rien. Il est très difficile à lire. Poutine. En tout cas, moi, je suis pas capable de le lire. Et j'attends d'ailleurs c'est peut-être vrai, pas que le grand président nombre, de la République ce soir nous aide un peu à comprendre la Sergei situation. Girnov. À mon avis, Emmanuel Macron n'a jamais compris Poutine et même maintenant, il ne le comprend toujours pas. En revanche, dans votre sens, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Poutine a fait un accord avec Kadyrov. Oui. Et a donné énormément à la Tchétchénie. Je dis même que, à la limite, Tchétchénie a gagné la guerre Enfin, le clan Kadyrov. La guerre, enfin, le clan Kadyrov, parce que ils ont carrément obtenu tout ce qu'ils voulaient. Et donc, pourquoi pas avec l'Ukraine? Mais Mais sauf non, mais ça, que c'est d'abord, le- ils ont rasé quand même Grodny. Bien sûr, Grozny, mais hein. il a gagné, attention, sur la non. question de la Tchétchénie, oui, il a misé sur les Kadyrov pour que les Kadyrov liquident les autres factions. c'est ça. Les Kadyrov C'est sont ça. des boïvikis C'est à la ça. base, C'est et ça. qui sont Bah, ralliés aux Russes. Peut-être il essaie selon la vieille de technique. trouver en Ukraine quelqu'un qui il a veut réussi à s'imposer. gagner, il a réussi à gagner la guerre comme ça, sinon il la perdait. Mais il y a quand même, donc vous parliez des gens de Kadyrov, c'est quand même très inquiétant parce que ça c'est une arme de guerre de montrer ces djihadistes, parce que ce sont quelque part des djihadistes venant On dit qu'ils sont 10 000, renforcer, voilà, ces brigades, etc. En face, il y a les gars d'Azov, donc il y a quand même quelque chose qui m'étonne moi de la part des Ukrainiens, c'est que on est en 2022, on sait que depuis 2014, ils sont embarrassés par ce bataillon Azov qui se balade, je le rappelle, avec une bande de bras, l'équivalent de l'emblème de la division d'Asreich qui a fait Oradour-sur-Glane quand même. Aujourd'hui, on aurait pu changer quand même ça, même si mettre des portraits de Stepan Bandera de sinistre mémoire sur les immeubles à Kharkov, c'est pas non plus quelque chose d'intelligent. Pour expliquer qui est Stepan Bandera, c'était un des pires alliés d'Hitler pendant la guerre.